Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Près d'une centaine de civils ont été tués ce week-end à Sabanou, à Sobanou, dans le centre du pays. Quelle explication, quelles mesures faut-il à l'urgence? Comment prévenir d'autres cas? Comment la population du centre vit-elle cette situation? Le Grand Dialogue de ce soir réfléchit sur ces questions avec Ibrahim Meiga de l'Institut d'études et de sécurité, Khadija Meiga, analyste, et Mamadou Diouara au téléphone. Je suis Fatmata Togola. Le Grand Dialogue. La semaine dernière, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a alerté sur des possibles atrocités dans le centre du Mali. Quelques jours après, près d'une centaine de personnes ont été tuées. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Meiga. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui n'ont pas marché. Mais peut-être juste avant de parler de l'événement de Sobanou que vous avez rappelé tout à l'heure, il me semble important de revenir sur la communication, ou en tout cas le communiqué d'Antonio Guterres, oui, qui alertait déjà sur la possibilité d'atrocités dans la région. Alors, il n'est pas devin, mais il y a des conditions objectives au centre du Mali aujourd'hui qui font que ce type d'atrocité est possible. Possible parce que vous avez des milices, ou en tout cas des groupes armés non étatiques, donc sans contrôle, sans regard de la part d'une autorité légale. Vous avez une absence ou une faible présence de l'État à travers ses forces de défense et de sécurité. Et vous avez aujourd'hui une superposition de tensions et de conflits. Tout cela fait évidemment un cocktail qui peut de temps en temps être explosif, comme ce fut le cas avant-hier à Sobanou. Ça aurait pu être dans une autre localité. Et je pense qu'il est urgent, effectivement, vous avez évoqué le mot urgence dans votre introduction. Je pense que c'est le mot qui sied aujourd'hui. On est vraiment dans l'urgence d'apporter des solutions. Bien entendu, les solutions qui sont en train d'être apportées aujourd'hui, de mon point de vue, ne prennent pas en compte l'ampleur et la complexité des phénomènes. Comment? Aujourd'hui, on a essentiellement une réponse qui se concentre sur le volet militaire. On estime que dans le cadre de la mise en œuvre du PSIRC, il y a un déploiement de plus en plus important de militaires, mais aussi de gendarmes maliens, en espérant que cette couverture sécuritaire puisse combler donc les lacunes en termes de maillage sécuritaire, mais aussi pour prévenir. Malheureusement, les militaires ne peuvent pas être partout. Donc vu qu'il y a Antonio Guterres qui avait alerté sur des possibles atrocités, pourquoi? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'attaque aurait pu se passer dans une autre localité qui n'est pas Sobanou. Ça aurait pu être Sobané, plutôt. Ça aurait pu être dans une autre localité. Ça aurait pu être à peu près n'importe où dans le centre du pays aujourd'hui, parce que vous avez comme je l'indiquais à l'instant, une multitude d'acteurs armés non étatiques. Et donc, il s'agit juste d'avoir quelques conditions réunies, comme l'absence ou en tout cas la faible présence des forces de défense et de sécurité pour que ces atrocités puissent être commises. Mais je pense qu'il est important de dire que je ne veux pas m'aventurer, mais on va probablement rentrer dans les détails des solutions. Il n'y a pas de problème. Alors, nous allons demander à M. Diouara, quelle observation faites-vous de toute cette situation? Okay, merci beaucoup. Permettez-moi de saluer sur le plateau mes deux co-débatteurs, mon frère Ibrahim et ma frère Fatih. Je pense que la situation dans le centre du pays, ce qui vient de se produire, malheureux mais non surprenant. J'ai l'impression qu'il y a un peu de pause. Oui, allez-y. Ok, très bien. Donc je disais que ce qui se passe en ce moment, c'est malheureux, mais ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant, je reviens un peu sur les propos d'Ibrahim Meiga tout à l'heure, qui à juste titre dit qu'il y a une multitude d'acteurs armés non étatiques dans le centre. Mais au-delà de ça également, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont importants à comprendre pour comprendre pourquoi la situation se présente comme telle.
J'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres débats sur Studio Tamani et à l'écrit dans d'autres cadres. Le centre du Mali, particulièrement la région de Mopti, a subi multiples traumatismes, multiples bouleversements qui font que c'est devenu, comme il l'a dit, un champ de mines. Comme je l'ai dit, en 2012, vous constaterez que la région a été fortement militarisée dans les esprits et dans les corps. Il y avait une trop forte présence militaire qui n'était pas une présence militaire organisée comme ça se doit, c'est-à-dire que c'était une horde de militaires qui ont quitté le nord et qui se sont arrêtés à Chevali plutôt que de continuer sur Bamako. Donc il n'était pas l'armée déployée à Mopti. Vous avez une panoplie de militaires qui sont venus de Bamako parce qu'ils ne voulaient pas cohabiter avec la junte et n'avaient pas le courage de les affronter. On préférait donc aller à Mopti. Vous avez des milliers de jeunes qui sont partis là-bas civils pour se former et qui avaient accès à une formation militaire à ciel ouvert. Vous avez une panoplie d'armes qui était présente. Ça, c'est dans le côté sud de la région. Vous prenez l'autre côté de la région, vous allez trouver la présence des terroristes associés aux séparatistes qui étaient en occupation jusqu'à Douanza. Et ces acteurs, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les terroristes, il y avait deux agendas politiques qui avaient été soutenus par le discours religieux idéologique. C'est-à-dire que l'agenda politique de Iyad, qui a toujours été, depuis 1990, le contrôle par lui d'une certaine zone qu'il appelle Nazawat. Mais M. Diawara, en ce qui concerne l'attaque de Sobanoun, disons, comment, selon vous, une telle attaque a pu se passer? Non, je suis en train de vous expliquer le contexte dans les détails, comme Ibrahim l'a dit. C'est-à-dire qu'on est dans une situation extrêmement volatile, où le comportement traditionnel des acteurs est bouleversé du point de vue sociologique, par des actes nouveaux, des comportements nouveaux et des moyens nouveaux, qui amènent des enjeux nouveaux, et donc qui commandent un nouveau type de comportement, et donc tout un ensemble de possibles, de nouvelles choses possibles. Maintenant, de l'autre côté, comme Antonio Guterres l'avait dit, ils avaient pressenti que cette attaque pouvait avoir lieu. Moi, j'avais dit à l'époque que si cela c'est pas sur les antennes qu'ils ont à le dire. Normalement, il y a un cadre de coopération entre l'administration et son partenaire qui est l'État, où les indicateurs doivent être posés et des solutions doivent être cherchées. Malheureusement, ça a été annoncé à la télé à un moment où on a besoin de renouveler le mandat de l'administration, où il y a tout un débat autour de la question. Donc on ne peut s'empêcher de se poser des questions sur la pertinence d'un tel choix de communication. Et quand quelques jours après ça se matérialise, on se pose la question, est-ce que la coopération entre l'administration, les forces internationales et les forces maliennes est vraiment efficace? Normalement, il y a eu la création du cadre politique de gestion de la crise au centre sous le commandement du Premier ministre, chef du gouvernement. Et ce cadre, normalement, devrait recueillir ce genre d'informations et prendre des mesures. Pour moi, il est absolument nécessaire, si nous voulons éviter que ce genre de situation ne se reproduise, que l'on construise une réponse politique et sécuritaire alimenté par les éclairages de la recherche sociale. Nous allons demander à Khadija si elle partage le même avis en ce qui concerne la création de coopératives politiques, comme M. Diawara vient de le dire tout de suite. Mais tout d'abord, je tiens à amener une observation sur ce qui s'est passé récemment à Sobani. C'est que depuis, on a donc une vive émotion qui se fait ressentir, une vive tristesse, mais c'est j'ose dire la même tristesse que nous avons ressentie il y a 3 mois avec Ogosago et en janvier également toujours dans le centre du Mali. Aujourd'hui, le fait est que la situation s'exacerbe. Les accusations il y a eu beaucoup d'accusations, il y a eu énormément de tristesse, mais ça n'a pas résolu les problèmes, ça n'a pas fait la paix. Donc aujourd'hui, cette attaque-là, qui n'était pas surprenante, il faut d'abord vraiment se poser des questions sur les réponses qui sont données. Parce que est-ce que la force, est-ce que les accusations donnent des solutions? Il semblerait que non. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, je rejoins ce que dit M. Diawara, c'est que tout simplement, il faut un dialogue, il faut que les forces politiques se mettent ensemble
qu'il s'agit d'ailleurs des forces étrangères ou des forces nationales, qui se mettent ensemble pour trouver une solution. C'est ce qui semble être en cours avec le dialogue national, qui n'a pas encore, dont on n'a pas encore les premiers, dont on n'a pas encore les teneurs et les aboutissants, mais c'est une urgence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et il faudrait indéniablement quelque chose soit fait dans ce sens-là. Après l'attaque d'Ogosagou, de fortes déclarations avaient été faites par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous propose de l'écouter. Ablaye, le pays est bien. La mission qu'on t'a confiée, il faut tenir. Que Dieu ne fasse plus que je revienne ici pour des raisons de ce genre. Si cela se répète, je t'ai nommé et je te relèverai. Si cela se répète, je t'ai nommé et je te relèverai de ta place. Et cela sans peur ni hésitation, qu'on ne se retrouve plus dans cette situation. Alors, vous venez d'entendre tout de suite les déclarations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, Monsieur Maïga, selon vous, ces menaces ont-elles été prises en compte? Alors, il faut peut-être situer les choses dans leur contexte. Allez-y. Cette réaction tient lieu, c'est surtout une réaction après la vive émotion et après la vive tristesse occasionnée par le massacre d'Ogosagou. Donc un chef d'État, un chef des armées, c'était presque normal, naturel qu'il s'exprime ainsi pour mettre en garde non seulement le chef d'état-major, mais toute sa troupe. Parce que dans le cas d'Ogosagou, si l'attaque en elle-même a choqué, c'est le délai pris dans la réaction qui a aussi fait couler beaucoup d'encre. Et donc il y avait une responsabilité politique, militaire, de la part du chef de l'État, du chef des armées, du chef suprême des armées, du chef d'état-major. Donc c'était pas le cas ici. Et la conséquence, c'était cette mise en garde qui relève non seulement de l'émotion, comme je le disais, mais aussi de la communication politique. C'était devant les caméras, c'était montrer un chef d'État soucieux, préoccupé par la situation dans son pays, dans cette partie de son pays. Alors, il est peut-être un peu trop tôt pour mettre en cause les acteurs, mais on ne peut s'empêcher de voir une responsabilité. Peut-être pas une culpabilité, mais une responsabilité, puisque à l'image de ce qui s'est passé un peu à Ogosagou, les événements de Sobané se seraient déroulés entre 18h et 19h jusqu'au petit matin, donc jusqu'à 3h du matin. Dans le communiqué, il est fait mention de 3h du matin jusqu'à l'aube, mais des informations contradictoires laissent penser que l'attaque a commencé un peu avant. Quoi qu'il en soit, encore une fois, la réaction a un petit peu tardé parce que vous aviez un détachement pas très loin, une vingtaine, 25 km de Sobané, qui n'a pas réagi avec la promptitude à laquelle on se serait attendu d'une armée qui est dans une zone quand même très volatile. Je le disais en tout début de prise de parole, aujourd'hui, il est clair qu'il y a des zones de tension qui sont beaucoup plus préoccupantes que d'autres. Je l'avais mentionné, je disais que ça aurait pu se produire dans plein d'endroits, dans d'autres endroits en dehors de Sobané, mais que ça s'est passé à Sobané. Et je pense que si on veut, dans une approche prospective, dans une approche d'anticipation, il faudrait mettre à jour la cartographie des zones de tension. Il faudrait que les autorités ajustent le dispositif sécuritaire à la réalité du terrain. À ce sujet, il y a même le maire de Saga qui a dénoncé le dispositif sécuritaire mis en place dans cette partie du pays. On l'écoute. Hier à 17h jusqu'à minuit. Donc ils ont encerclé le village et mis du feu. Maintenant, toute personne qui tente de se sauver, ils les ont abattus. Les restants des corps, la plupart c'est de la cendre, quoi. La moitié c'est la cendre. Le chef de village a échappé. De toute façon, ils ont fait leur forfaiture, ils sont partis précisément hier vers le minuit. Pour les forces maliennes, depuis quand la rade s'est passée, moi je les ai saisis, ils étaient à 17 km à Djangabou. Toute la journée, toute la nuit, ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 9h. Et jusqu'à maintenant, on attend la gendarmerie même pour avoir l'autorisation pour pouvoir inhumer. La population, elle est terrorisée. Même d'autres même ne parlent plus. Des femmes qui n'arrivent pas à parler, des enfants qui n'arrivent pas à parler. C'est la terreur. Bon, mon appel, c'est bon, le problème, c'est quoi? S'il n'y a pas d'État, s'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de nation. Et le problème, c'est que c'est grave. Les droits ont beaucoup d'interprétations vis-à-vis de l'État malien. Pour en revenir à vous,
les propos du maire concernant le dispositif. Dans ce cas, est-ce qu'on ne va pas se poser certaines questions demandant si les mesures annoncées, elles servent réellement à quelque chose? Alors, si vous vous souvenez bien, les mesures qui ont été annoncées sont quand même d'ordre assez général. Je pense que ce n'était pas le lieu pour le chef de l'État ni le chef d'état-major de rentrer dans le détail du dispositif. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, on ne peut que constater quand même des défaillances par rapport à ce dispositif qui a été mis en place. On a presque envie de dire qu'il n'y a pas réellement eu d'avant et d'après Ogossagou, puisque si les assaillants sont capables de perpétrer une telle horreur et de disparaître dans la nature, parce que je pense que il y a d'abord un premier point qui porte sur la capacité à prévenir, mais il y a aussi le deuxième point qu'il ne faut pas omettre, la capacité à poursuivre les assaillants et à les traduire devant la justice. Je pense que c'est un point qu'on avait longuement abordé au lendemain d'Ogossagou sur la capacité des autorités maliennes à poursuivre les auteurs présumés de ces horreurs-là, de ces tragédies-là, et à les amener devant la justice pour qu'ils répondent. Parce que la justice, au-delà de l'action réparatrice qu'elle peut avoir, elle a surtout un bienfait important, c'est la capacité aussi à dissuader D'accord. À ce sujet, potentiels assaillants. Oui, nous allons demander à M. Diawara si, selon vous, il ne pouvait pas anticiper tout cela. Si l'État ne peut pas anticiper? Oui. Si les autorités... Bon, vous savez, hein, moi je pense qu'il y a des efforts importants qui sont faits par l'État pour essayer de circonscrire la situation dans le centre. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que l'État est dépassé par la complexité du problème qui existe dans le centre. J'essayais tout à l'heure d'expliquer un peu les différents niveaux d'éléments qui entrent en cohérence pour donner cette situation difficile à maîtriser, mais je comprends que le temps de l'émission ne nous permet pas d'entrer dans ce détail. Oui. Toutefois, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas que l'État. On a les FAMA qui sont sur place, donc les forces de sécurité et les forces de défense qui sont sur place, mais on a également les forces de l'aménagement qui sont là-bas. Et je pense qu'Antonio Guterres a quand même parlé de la nécessité de renforcement des troupes sur le terrain. Mais on a également Barkhane. Ils viennent d'ailleurs d'installer une base militaire à Gossi, à côté de la zone. Normalement, aujourd'hui, je peux comprendre qu'on ait été surpris dans un village, parce qu'on a quand même plus de 12 000 villages au Mali. Le Mali n'a pas les moyens de mettre une armée, une base militaire dans chaque village. Mais je ne peux pas comprendre que des gens viennent depuis 18h attaquer jusqu'au matin et qu'on n'ait pas la possibilité, par la couverture aérienne, d'identifier ces gens et de savoir par où ils sont partis pour pouvoir les poursuivre. Avec toute la force qui est là, avec Barkhane, avec la MINUSMA, tous les avions qui sont là, qui survolent le pays tous les jours, et toutes les troupes qui sont disponibles, ce n'est pas logique. Donc cela nous amène à poser des questions. On sait que notre armée a une flotte aérienne aujourd'hui. On peut discuter sur l'état de cette flotte aérienne, mais elle doit servir justement à pouvoir intervenir dans ce genre de situation. Si elle ne peut pas empêcher ou participer à la riposte militaire, elle peut au moins superviser pour voir qui a attaqué, d'où ils vont, où est-ce qu'ils vont. Mais est-ce que les conditions étaient réunies pour faire ça? Pourquoi les conditions ne seraient pas réunies? Nous sommes en crise depuis 2012 au moins. Donc nous sommes censés nous préparer pour faire face à cela. On ne peut pas dire que les conditions ne sont pas réunies. Le président de la République a bien défendu qu'il a équipé l'armée, l'armée de l'air et l'armée de terre. Donc normalement, on doit être en mesure de pouvoir répondre à cela. Si on a des insuffisances, et c'est objectif qu'on ne puisse pas prévenir tout, comme Ibrahim l'a dit, ça aurait pu arriver dans n'importe quel village, et c'est impossible de mettre un camp devant n'importe quel village. Mais encore une fois, il y a deux au moins dimensions qui restent importantes à circonscrire. La première, c'est la capacité de construire une réponse à travers les bases militaires qui sont là-bas. Parce qu'on a les positions militaires de l'opération Dambé qui sont dans le centre, et on a les positions sécuritaires du PCIRC qui sont dans le centre. Et on a des effectifs importants déployés. Ces effectifs doivent être en situation d'alerte permanente dans le centre aujourd'hui, parce que tout le monde sait qu'à tout moment, tout est possible.
Donc, il faut qu'on ait un dispositif qui est capable de se déployer avec une certaine rapidité. Il faut qu'on prenne en compte la situation du terrain qui est marquée par des zones enclavées, des routes difficiles, pour que, n'est-ce pas, le génie militaire soit effectivement présent dans le centre et qu'il puisse aider l'armée à rendre rapide son déploiement sur le terrain en créant les conditions de sa mobilité. Ça, c'est des mesures qui sont, d'un point de vue naturel, à prendre. Maintenant, si on n'a pas été capable de construire la réponse rapidement, au moins on doit être capable, n'est-ce pas, d'identifier où est-ce qu'ils sont partis pour pouvoir les poursuivre. Mais rien de tout cela n'a été fait. Et ça nous amène à la conclusion que monsieur le maire disait, finalement les populations se posent la question. Et s'il n'y a pas d'État, peut-il y avoir de nation? Je crois que c'est une question extrêmement importante et qui doit nous interpeller. D'accord, alors nous allons demander à Khadija si elle a une réponse à cette question-là. À la question de savoir si l'approche militaire est bonne, moi je pense tout d'abord qu'il faut relever une chose en fait, c'est que l'approche militaire qui a jusqu'à présent été donnée ne fonctionne pas. Donc ça, on peut plus dénier cela. Et aujourd'hui, j'ai lu en tout cas le ministre de la Communication du Mali dire que il est nécessaire que les populations collaborent avec les forces armées de défense et de sécurité. Mais la réalité est que comment les populations, si en tout cas il s'agit de prévenir, c'est que les populations également doivent être dedans, doivent être partie entière à cela. On voit qu'aujourd'hui qu'elles ne communiquent pas. Donc le maire disait tout à l'heure, les gens ne parlent plus. Peut-être même qu'ils ont vu leurs assaillants, mais ils ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas les protéger. Et déjà là, on a une faille. Une autre chose, c'est qu'on remarque que qu'est-ce que en fait, fait le citoyen lambda face à tout cela? Comme je disais tout à l'heure, on a remarqué une vive émotion, une vive tristesse, comme la dernière fois. Et encore une fois, on a la même vive émotion, la même vive tristesse, mais il n'y a pas d'action pérenne. Il y a des marches qui sont faites, mais qu'est-ce que le citoyen malien lambda peut faire? Qu'est-ce que la société civile doit faire pour résoudre ce problème-là, cette situation-là? Il y a aussi la question de la répression. Il y a eu une répression la dernière fois, il y a une milice qui a été dissoute. Cette même milice a aujourd'hui fait un communiqué qui fait peur, qui fait froid dans le dos. Et également, concernant ce communiqué-là, il y a Pierre Boa même qui a réagi. Je vous propose de l'écouter. Je crois que trop c'est trop. Il faudrait cette fois prendre des mesures pour que ces massacres ne se répètent pas. Je crois que le moment est venu de montrer que celui qui s'embarque dans ces choses est sanctionné. Je suis très inquiété par les déclarations de l'autre milice, Anna Amasagou. Je crois que ce qu'il a dit nous montre que le lendemain pourrait être extrêmement difficile. Je crois que les premières mesures sont du ressort du gouvernement du Mali à tous les niveaux. Ensuite, les partenaires du Mali, y compris l'Union africaine, peuvent aider de plusieurs manières, apporter l'expertise qu'il y a ailleurs dans ce genre de conflit. Alors, Khadija, après avoir entendu tout cela de Pierre Boa, l'inquiétude est-elle réellement justifiée? L'inquiétude est totalement justifiée parce que ça fait froid dans le dos même, de savoir qu'aujourd'hui, une mauvaise explication, c'est encore une fois le moment de redire qu'une mauvaise explication, une mauvaise analyse des choses peuvent entraîner des conséquences très fortes. Et donc, en décidant, il y a quelques mois, il y a 3 mois, de dissoudre cette milice-là, on a déjà créé les jalons d'un nouveau problème. Et aujourd'hui, que cette milice-là se permette de reprendre quand même, ça montre quand même une véritable défaillance. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autorité en fait. Et on est à un niveau où personne ne pense que tout le monde veut faire la loi soi-même et la force légitime n'est pas écoutée. La population n'a pas confiance à la force légitime, les milices se créent et s'autoforment. Donc il y a une sérieuse inquiétude qui fait qu'aujourd'hui... Mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Il y a une faible présence de l'État sur le centre du Mali déjà. On avait déjà un problème au septentrion. Ça s'est réglé pas totalement. Ça s'est ensuite émergé dans le centre du Mali. Donc il y a une faible présence de l'État qui rend la situation tout à fait immaîtrisable. Et à partir du moment dans une société donnée où la force légitime de l'État n'est pas respectée, c'est l'anarchie et ça ne va pas.
Alors, Johara, Khadija nous parle d'anarchie. Selon vous, qu'est-ce qui peut être notre impact de toute cette situation sur la population? Non, la conséquence la plus malheureuse à laquelle on peut s'attendre, c'est la manifestation d'une guerre civile réelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la réaction de Dana Amasago, elle tient d'une certaine logique. Nous nous sommes mobilisés pour pouvoir sécuriser les nôtres. Vous nous avez à tort accusés et dissous. Aujourd'hui, les nôtres sont attaqués et nous sommes victimes. C'est ça la logique qu'il y a en dessous, voyez-vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça permet d'alimenter le conflit ethnique et communautaire sur le terrain. Et l'autre chose, c'est qu'il y a, c'est que bon, vous savez, la question des milices est toujours un débat passionnant et souvent qui est traité de façon très passionnée, mais de façon toujours objective. Il faut se rappeler et il faut avoir le courage de reconnaître que nous avons une absence d'État dans le terrain. Et dans cette situation d'absence de l'État, les populations sont face à une réelle insécurité qui met en cause la possibilité pour eux de vivre, c'est-à-dire que le risque de mourir en grand nombre, le risque de voir son activité économique compromise, le risque de voir sa dignité remise en cause. Ça, c'est des réalités quotidiennes auxquelles les gens sont confrontés. Face à cette situation, si l'État n'a pas les moyens, ainsi que les déplacés, quand l'État n'est pas dans la situation d'être présent, que ses partenaires n'ont pas la capacité ou la responsabilité d'être vraiment présents et de faire la sécurité des populations, que les populations sont laissées à leur propre compte, elles ne peuvent que construire des alternatives pour leur propre sécurité. C'est une question de survie, de légitime défense à la limite. Voyez-vous? Donc, il faut qu'on ait la capacité de regarder cette question des milices d'autodéfense avec un regard objectif et plutôt passionné, plutôt qu'un regard passionné, et qu'on le traite objectivement. Soit nous construisons une présence de l'État qui soit effective sur le terrain et qui puisse répondre aux besoins sécuritaires, soit nous composons avec la sécurité locale construite par les populations pour leurs propres besoins. Je ne dis pas que les milices sont une bonne chose, je ne les légitime pas. Mais je dis qu'on ne peut les détruire, les dégager que si on est capable de proposer les services normaux de l'État. En l'absence de celui-ci, on ne peut pas empêcher à des populations de garantir leur propre survie. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand on va désarmer une partie de la population pour leur dire non, vous dégagez, et que cette partie est demain victime, eh bien, elle va dire que l'État a pris parti pour une communauté. Voyez-vous? D'accord. Alors, M. Johara, il y a M. Maïga. L'État d'attaquer Dana Amasago la dernière fois. Aujourd'hui, les Dogons vont attaquer l'État pour dire qu'il est en faveur de... Et ce jeu, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de ne pas rentrer dedans. D'accord, M. Johara. Il y a M. Maïga qui voudrait réagir à vos propos. Oui, allez-y. Bon, je ne sais pas si je vais réagir aux propos de... Non, je suis tout à fait d'accord avec Johara. Oui. Je pense que c'est une fausse bonne idée, la constitution de milices comme réponse à la situation, à la crise que nous vivons dans le centre du Mali. Et je pense qu'il est important de rappeler quand même que la gouvernance par l'émotion a des limites. On a annoncé au lendemain de Goussagou la dissolution de cette milice, ce qui, de mon point de vue, politiquement se justifiait. Politiquement, socialement, se justifiait, une décision qui se justifiait pleinement. Maintenant, des déclarations sans action sont des déclarations en fait qui peuvent être contre-productives. Il faut se poser, s'interroger sur le contexte d'émergence de ces groupes d'autodéfense. Pourquoi ces groupes se constituent-ils? Je pense que c'est l'une des raisons, c'est l'une des questions fondamentales qu'on doit se poser avant de penser à les dissoudre, parce que sans une réponse, sans une alternative, en réalité, ce sont des déclarations. C'est les aspects que M. Johara a évoqués. La survie, légitime défense. Légitime défense, absence de l'État, et surtout absence d'autorité capable de les sécuriser, de les protéger. Donc ça, c'est extrêmement fondamental. Il faudrait que l'État, donc les forces de défense et de sécurité, donnent des garanties, ou en tout cas montrent qu'elles ont la capacité de protéger les populations sur le terrain. Après, je pense c'est compliqué. Je pense qu'on va en venir aux réponses, mais c'est compliqué de parler de façon cloisonnée. Jusque-là, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des actions ou des actes
des actions, on va dire, des décisions isolées qui sont prises. Tantôt, on nous parle de médiation, de dialogue intracommunautaire, tantôt, on nous parle de solutions militaires avec le déploiement significatif de militaires maliens dans le centre, dans le cadre d'opérations militaires ou dans le cadre du PSIRC, le plan de sécurisation intégrée des régions du Nord. Mais tout cela, en fait, sont des actions qu'on mène en silo. Ce qu'on ne voit pas, en fait, au Mali aujourd'hui, c'est un cadre cohérent de réponse qui s'attaque aux différents points, aux différents aspects du problème. On l'a dit, la solution militaire n'est pas la solution, n'est probablement pas la solution, mais c'est une partie de la solution. La solution militaire doit pousser les protagonistes à négocier, à dialoguer. Elle doit aussi amener les gens vers une issue politique. Je suis satisfait de constater que dans le cadre de la nouvelle stratégie du gouvernement, qu'il y a un cadre politique dont Djiwara a parlé, qui prévoit justement cette cohérence d'action. Maintenant, quel est le contenu de ce cadre politique? Je ne saurais vous le dire. Et je pense que c'est ce qui a manqué depuis le début de la crise dans cette partie du Mali. On a mené des actions isolées qui ne se communiquent pas nécessairement ou qui ne cherchent pas les unes à combler les gaps des autres. D'accord. Alors, Khadija, qu'avez-vous ajouté au propos de Maïga en ce qui concerne la mise en place d'un dialogue politique ou sur ce que le nouveau gouvernement saurait faire? Mais la mise en place d'un dialogue politique est déjà nécessaire aujourd'hui. Les jalons ont déjà été posés. On espère que ça aboutira, parce que pour le moment, on attend de voir les TDR, de voir comment la chose va être concrétisée. Toutefois, j'aimerais revenir encore sur l'impact sur la population de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je partage totalement les causes et les conséquences dont ont parlé mes chers collègues autour de la table aujourd'hui. Mais donc je tiens à ce qu'on parle aujourd'hui aussi de la jeunesse, en fait, dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Il y a un excellent reportage sur le cercle de Koro et comment un conflit a gangrené et a opposé deux villages. Et on voit qu'au cœur de ce conflit-là, c'est la jeunesse d'abord qui a commencé. Donc c'est comme ça que les plus anciens voyaient la chose. Et donc aujourd'hui, au-delà donc encore de cette approche militaire-là qui est très bien, il faut aussi voir ce qu'on fait de cette jeunesse-là qui est certes très résiliente, mais qui est de degré et qui est dans la zone. Qui aujourd'hui est celle qui va au fourneau souvent et qui amène des conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ça pour dire qu'en fait, que ce sentiment d'abandon-là peut être très ravageur et voire dévastateur. Donc il est temps aujourd'hui que les autorités prennent aussi en compte tout ce volet-là de cette jeunesse-là qui est la plus forte et qui mérite d'être plus entendue. D'accord. Et que faut-il réellement pour mettre fin à cette insécurité grandissante-là? Il faut une coordination des réponses. Comme je pense l'a souligné très bien Ibrahim Maïga, il faut que toutes ces réponses-là qui sont données aujourd'hui sur le terrain soient beaucoup plus cohérentes et qu'elles se suivent et qu'on sente qu'il y ait une force qui va ensemble. Et donc qu'il y ait des petites forces. Mais comment faire cela? Il faut tout simplement que les acteurs se réunissent et dialoguent, en fait. C'est ce qu'on dit depuis le début. Il est important aujourd'hui que ces acteurs se réunissent, qui ait un véritable mapping de tout ce qui se fait, une véritable cartographie de tout ce qui se fait, et que ceux qui se rejoignent, et s'assoient autour de la table et acceptent qu'il y a une seule voie à mener aujourd'hui. D'accord. Oui, allez-y. Qu'on tire les leçons des tentatives précédentes. Parce que la première tentative de réponse coordonnée, c'est le PSIRC, quand même, le plan de sécurisation intégrée des régions du centre. Malheureusement, ce cadre piloté par le ministère de la Sécurité, après il faut se poser la question si c'était le ministère le mieux indiqué pour piloter cette initiative, qui elle-même comprend des insuffisances, des failles qui n'ont pas permis sa pleine opérationnalisation. Mais selon vous, quel ministère serait approprié pour ça? Mais il faut que ça soit un niveau politique très important, très élevé. Je ne dis pas que le ministère de la Sécurité n'est pas élevé, mais ça pourrait être au niveau de la primature, par exemple, ou au niveau de la présidence. Parce qu'il est important que le niveau politique, en fait, prenne ses responsabilités et donne le cap. Après,
Donc je parlais de la première initiative, vous avez la deuxième initiative qui est encore en gestation, on attend de voir comment concrètement tout cela sera mis en musique, mais je pense que c'est peut-être, il faut aussi noter en fait que les réponses peuvent être vues à plusieurs échelons. On parlait donc de la réponse du cap qui doit être fixé par les autorités politiques, qu'il faut une meilleure coordination, mais beaucoup plus de volontarisme de la part des autorités. Parce que ce joue, même si on essaie de le simplifier, est très compliqué en réalité. Ce n'est pas toujours par absence de volonté, mais il y a aussi un problème de capacité de ressources humaines, parce que quand vous regardez l'OPSIR, quand vous regardez les différentes initiatives qui sont pensées, parfois les ressources humaines ou les ressources financières ne suivent pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut non seulement une volonté politique forte et affichée, mais aussi un volontarisme de la part des autorités. Le deuxième élément, et ça c'est un lien avec la temporalité des actions, c'est que ce cadre politique qui doit fixer le cadre, il est beaucoup plus... c'est pas ce cadre-là qui va répondre aux préoccupations très basiques des populations, j'ai envie de dire. Ceux qui sont à Koro, ceux qui sont à Bankas, ne se préoccupent pas tellement du cadre politique qui est en train d'être dessiné par le gouvernement. Ils n'attendent pas, c'est pas ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, c'est comment ils vont cultiver concrètement au cours des prochaines semaines. Comment les récoltes qu'ils sont en train de faire peuvent être mieux protégées. Comment les animaux peuvent être mieux protégés, comment le bétail, comment, etc. Ce sont ces questions très pratiques, très basiques qui préoccupent les populations. Mais tout cela, évidemment, c'est à inscrire dans une temporalité. Donc il y a des actions très basiques qu'il faut mener, mais qui ont besoin d'être raccordées à un niveau politique beaucoup plus élevé. Alors, M. Diawara, qu'avez-vous à apporter, à ajouter à tout cela en termes de pistes de solutions? Oui, je pense qu'il faut circonscrire le problème dans le cadre existant. Je suis d'accord avec mes prédécesseurs. Je pense que tout doit partir du nouveau cadre politique qui a été initié sous le commandement du Premier ministre. Ce cadre politique doit pouvoir allier une réponse économique, une réponse civile et une réponse militaire. Mais pour ce faire, il a besoin de s'enrichir des expertises disponibles. Moi, je pense qu'il faut que le cabinet du Premier ministre, dans le cadre de ce cadre politique-là, sollicite l'expertise des centres de recherche qui sont là, qui travaillent sur la question. ISS est un exemple. On a beaucoup d'autres exemples comme IMRAP, comme ARGA, comme Point Sud, comme Gira d'Afrique, qui sont des centres qui travaillent sur les questions de sécurité, qui connaissent la situation dans toute sa complexité, en tout cas dans une grande mesure, et qui sont capables d'éclairer la prise de décision politique. Tant qu'on ne fait pas en sorte que la décision politique soit éclairée par le regard scientifique, eh bien, on va toujours commettre des actes et ensuite se mettre à se poser des questions. Ça, ce serait vraiment très, très dommage. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a les trois dimensions qu'il faut regarder à la loupe. C'est comment faire en sorte que les acteurs économiques locaux puissent agir de la meilleure manière sans être... qu'on appelle ça en interaction, surtout qu'on sait qu'on rentre dans l'hivernage, comme l'a dit Ibrahim Maïga, les tensions vont commencer à monter parce que l'enjeu économique s'élève. Donc il faut avoir une stratégie pour cette période hivernale dans le centre du pays, entre éleveurs, agriculteurs et acteurs de l'insécurité. Et il faut également construire une stratégie pour restaurer l'équilibre des rapports sociaux entre les communautés, à la fois communautés ethniques qu'à l'intérieur des mêmes communautés, eh bien, les différents rangs. Parce qu'on sait que certaines communautés sont très stratifiées et la crise a amené un bouleversement des rapports sociaux entre les classes de noblesse et puis les notables et puis bon, les jeunes, les vieux, tout ça. Donc il y a un travail sociologique important qui doit être fait pour déterminer une stratégie de reconstruction des équilibres sociaux qui ne peut pas se faire sans l'implication des acteurs civils locaux, c'est-à-dire que les légitimités locales sur le terrain, les acteurs locaux sur le terrain. Et tout cela, c'est ce cadre-là qui peut impulser le travail et faire en sorte que les différents acteurs puissent se trouver. Maintenant, dans la réponse militaire également, il y a les deux dimensions, la dimension défense et la dimension sécurité qui doivent s'articuler. Et il faut trouver le moyen d'avoir des positions militaires, des bases militaires qui sont préparées pour se déployer plus rapidement avec une forte présence du génie militaire, avec un dispositif assez intéressant, mais mis en relation avec un dispositif sécuritaire qui prend en compte l'implication
de la population civile. C'est-à-dire que cette implication n'est pas seulement en termes de renseignement, c'est aussi en termes de participation à la définition des besoins et des priorités sécuritaires de la zone et donc de la réponse sécuritaire. Et je pense qu'il y a une dimension de l'accord pour la paix et la réconciliation qui peut participer à cela si c'était mis en œuvre. C'est la disposition portant sur la police territoriale qui demande que, n'est-ce pas, dans l'opérationnalité des collectivités nouvelles, les populations locales participent à constituer les forces de police territoriale sous le commandement du maire. Et l'opérationnalité des conseils consultatifs de sécurité permet aux jeunes, aux femmes et aux autorités traditionnelles, aux côtés des maires et des forces de sécurité, de construire la réponse sécuritaire. D'accord, M. Diarra. Malheureusement, le temps nous rattrape. Le temps est court. Je suis désolé. Oui, merci. Le temps est un peu court. Nous allons demander à Khadija Maïga, en 30 secondes, si possible, d'ajouter quelques mots au propos de M. Diarra. Oui. Il a tout à fait raison déjà d'inclure, je suis tout à fait en phase avec lui lorsqu'il inclut donc la société civile et les acteurs locaux dans la résolution de la crise. On ne peut pas faire sans eux. Aujourd'hui, il faudrait que tous les acteurs de la société se mettent à bras le corps et décident d'aller vers une solution. Et je pense que ce sera tout. D'accord, à vous, M. Maïga. Je pense qu'il est important de sortir, de passer le stade de l'émotion, de cette situation de survie dans laquelle on s'est mis nous-mêmes, et penser des solutions un peu plus long terme. Parce qu'effectivement, quand vous constatez les solutions qui ont été mises en œuvre depuis Ogossagou, on a presque envie de dire que c'est des solutions de survie parce qu'on attend le prochain coup. Il faut sortir de cette politique du prochain coup pour encadrer une solution, ou en tout cas élaborer une solution qui elle, s'étend sur le long terme et qui prennent en compte, bien entendu, comme on l'a dit, les communautés à la base, je pense les notabilités, mais aussi les ressortissants de ces zones-là. D'accord. Merci beaucoup. Et cela me fait à ce débat sur la crise sécuritaire au Mali. À titre d'information, le Premier ministre s'est rendu aujourd'hui à Sobanou et le président doit s'y rendre demain. Un grand merci à nos invités, Ibrahim Maïga de l'Institut d'études des sécurités et Khadija Maïga, experte en sécurité dans le Sahel, et Mamadou Diarra, sociologue. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde nous dirait. La régie doit être assurée par Mamadi Keita. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.